Donc, on en arrive à la dernière présentation de cette session d'ouverture, et c'est Thomas Leroux, qui est historien, chargé de recherche au CNRS, qui travaille au Centre de recherche historique, le HESS. Ses recherches portent notamment sur les impacts environnementaux de l'industrie. Et je pense que c'est important qu'il puisse nous présenter l'importance des sciences sociales et nous faire savoir que la transition énergétique nécessite d'avoir une analyse historique et sociopolitique. Je dirais un mot aussi sur François Jarige, qui est co-auteur de cette présentation, qui est historien, maître de conférences à l'Université de Bourgogne, et spécialiste également de l'histoire sociale de l'industrialisation. Merci Dominique, merci Daniel Linco de m'avoir invité à ce colloque et d'ouvrir ce colloque aux sciences sociales et aux sciences humaines. Si je reprends l'argumentaire de ce colloque, je lis que le solaire est appelé à contribuer de façon décisive à la transition énergétique, et aussi cette question de savoir si le solaire permettra d'évoluer vers un recours harmonieux en fait à la société et via le progrès scientifique et technologique. Donc transition énergétique, recours harmonieux, progrès scientifique et technologique, c'est un peu les thèmes, les questions que je voudrais aborder à travers une analyse plus science sociale et plus histoire, puisque je suis historien. Donc mon intervention n'est pas à rebours de l'argumentaire du colloque, mais un pas de côté qui permet un éclairage en fait qui nous fait sortir peut-être simplement d'une vision technique ou technologique de l'énergie solaire. Alors il faut dire que les sciences humaines et sociales doivent elles aussi lutter contre certains imaginaires qui sont extrêmement puissants. Emma Karenini en a rappelé quelques-uns d'entre eux tout à l'heure. C'est vrai que l'énergie solaire, le soleil, c'est une réalité physique, et de fait, y compris les énergies fossiles, ça a été rappelé, découlent en fait d'une énergie solaire accumulée depuis très longtemps, mais ça reste d'une certaine mesure encore un mythe social, d'une certaine façon qu'il faut interroger, le mythe d'une énergie solaire potentiellement infinie, durable, propre, dont il suffirait finalement d'en maîtriser la technique pour aboutir à une société harmonieuse. Et parmi les mythes qui ont circulé, Emma en a rappelé quelques-uns, de l'Antiquité notamment, mais on pourrait rappeler par exemple qu'en 1901, Émile Zola a écrit un roman, Travail, c'est son dernier roman, dans lequel il évoque la captation de la chaleur solaire comme l'une des découvertes merveilleuses susceptibles d'émanciper l'humanité, dans une vision très utopique. C'est une grande fresque optimiste dans laquelle l'application en fait du progrès de la science aboutit et ouvre la voie à l'émancipation humaine. Juste pour la petite histoire, c'est l'ingénieur savant Jordan qui a supprimé la machine à vapeur qui était trop polluante, trop bruyante, et qui a ouvert la voie à l'application de l'électricité dans la production industrielle, une puissance propre et silencieuse. Et pour produire l'électricité, il se demande mais quelle source d'énergie il va pouvoir utiliser. Alors il se tourne vers plusieurs sources d'énergie, notamment l'énergie hydraulique, il voit que ça ne fonctionne pas, et c'est le solaire qui apporte la merveilleuse solution. Il parvient à capter, alors là je cite, la chaleur solaire de façon à l'emmagasiner dans de vastes réservoirs, d'où il la distribue ensuite comme l'unique, la grande et éternelle force vivante. Quelle victoire s'il réussissait à faire du soleil le moteur universel. C'est donc l'aboutissement vers une cité radieuse où le capital et le travail sont réconciliés sous l'égide de l'intelligence, mais surtout sous l'égide d'une énergie propre et peu chère. Et si on en reste au niveau de cette technologie, un peu comme le fait Zola, au niveau de la technique, on peut vite tomber dans une certaine forme de positivisme et de religion de la science. Et donc, les sciences sociales peuvent peut-être permettre d'interroger cela. Ceci dit, y compris en sciences sociales et y compris en histoire, on en reste parfois coincé dans ce couple technique-croyance-progrès, puisque même en histoire, quand on regarde les histoires de l'énergie, c'est souvent une histoire de l'innovation, une vision évolutionniste, déterministe, vers une forme d'amélioration technique. Souvent, d'ailleurs, elle est en lien avec l'histoire des entreprises qui peuvent aussi financer des histoires et qui aboutissent finalement à des processus de légitimation d'un passé énergétique et de phase de transition vers d'autres formes d'énergie.
La crise de 1974, d'ailleurs, au niveau du champ historiographique, a renforcé la focalisation sur l'innovation et l'intérêt sur les grands systèmes techniques mis en relation avec l'histoire d'un État stratège, celui issu des Trente Glorieuses, qui a fondé le Concorde, le TGV, le nucléaire, etc. Et donc, il est sans doute nécessaire de prendre un peu de recul sur ce couple croyances techniques, de questionner certaines évidences, certains présupposés, et d'encastrer cette question de l'énergie solaire, de l'encastrer dans un ensemble de relations sociales aussi, pour sortir simplement d'une histoire linéaire, progrès technique. Et donc, en 3 points, en donnant premièrement quelques jalons historiques, deuxièmement en questionnant l'idée de transition énergétique, et troisièmement en mettant en valeur quelques enjeux sociaux, je voudrais proposer un cheminement sur cette énergie solaire et plus largement sur les énergies ou les énergies renouvelables à travers l'histoire. Donc quelques jalons historiques qui vont nous montrer qu'on peut aussi faire l'histoire de l'énergie d'une façon désorientée et non pas orientée. Alors je ne remonte pas à l'Antiquité, ça a été traité tout à l'heure avec Archimède notamment, mais même à l'apparition de la révolution industrielle avec l'énergie du charbon puis ensuite celle du pétrole, plusieurs savants imaginent des solutions qui permettraient d'incorporer finalement l'énergie solaire. Dans les années 1770, par exemple, un collaborateur de Buffon, qui s'appelle Scipion Bexon, imagine un four solaire. Et puis, au milieu du XIXe siècle, on a plusieurs utopies solaires qui, avant Zola, qui tentent de créer, de concevoir des moteurs universels fonctionnant grâce à l'action du soleil. C'est le cas, par exemple, d'Etzler, qui était un ancien fourriériste aux États-Unis et qui produit finalement une première utopie technologique à la fois productiviste, reposant sur le mythe prométhéen de la maîtrise du soleil. Alors en fait, d'une certaine manière, la révolution industrielle portée par le charbon, puis ensuite par le pétrole, qui mettent fin à ce verrou énergétique de l'Ancien Régime et qui permettent une production industrielle très très importante, freine finalement les réflexions sur l'énergie solaire. Mais ça revient avec l'électricité, puisqu'avec l'électricité, on peut, convertisseur énergétique, on peut imaginer des usages sociaux très différents. Ainsi, Augustin Mouchot, à la fin du XIXe siècle, imagine une machine qui produit de la vapeur grâce à un réflecteur parabolique et une petite chaudière cylindrique. Il est d'ailleurs récompensé à l'exposition universelle de 1878. Et ces expériences sont suivies par un autre ingénieur, Abel Piffre, qui invente un moteur solaire qui actionne une presse d'imprimerie. Ça fonctionne. Sauf que là, on juge que le procédé est très coûteux. En fait, on a des va-et-vient incessants au cours de l'histoire sur cette question. La Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale vont renforcer le poids des énergies fossiles dans une course à la puissance, et notamment à la puissance militaire, mais qui marginalise d'une certaine façon le solaire. Et Wolfgang a retracé l'histoire depuis 1954 des panneaux photovoltaïques ou des piles photoélectriques, etc., des cellules photoélectriques. Donc je ne vais pas y revenir, mais on a vu que ce développement avait pris vraiment une tournure accélérée depuis les années 1950, au point qu'on trouve plusieurs centrales solaires à partir des années 1970-1980 qui fonctionnent quasiment au niveau industriel, des centrales solaires thermodynamiques. On en trouve en URSS, on en trouve aux États-Unis, et puis quelques expériences en France, comme le mur Trombe pour chauffer les logements, par exemple, ou la centrale Thémis dans les Pyrénées-Orientales, les centrales de tours à haute énergie. On en trouve également en Israël, au Japon, en Italie, etc., ou dans le désert de Californie, avec la Solar One dans le désert de Mojave et la Solar 2 dans les années 1990. Bon, là, on pourrait passer des heures sur ces développements technologiques, mais que retenir de tout ça en histoire? Premièrement, ce sont des trajectoires qui sont parfois interrompues. On n'a pas une histoire en fait linéaire, elles dépendent de choix politiques, d'équilibres sociaux, bien souvent. On a parlé tout à l'heure des pompes photovoltaïques en Afrique, au Sénégal. En fait, il y a eu plein d'expériences, effectivement, pour équiper les pays où il y avait beaucoup de soleil, donc par exemple en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Mais en fait, bien souvent, elles ont été contrariées, ça a été dit aussi, par des aspects politiques, socio-économiques, qui étaient simplement qu'on était dans des régions où il y avait beaucoup de pétrole et qu'il y avait des marchés à prendre et qu'il fallait, et que finalement, ces trajectoires d'énergie solaire, de pompes localisées, ont été détruites par finalement d'autres acteurs qui ont finalement imposé des groupes électrogènes qui fonctionnent à l'essence, au pétrole, etc.
Autre trajectoire interrompue, c'est celle des guerres, hein, les guerres qui nécessitent toujours de la puissance, et en termes d'énergie, les énergies fossiles ont cet avantage d'être extrêmement puissantes, même si elles ne sont pas rentables ou efficaces par rapport aux résultats de consommation. Autre éclipse du solaire, c'est celle des années 1980, avec une forme de maturité de l'énergie nucléaire, et aussi l'arrivée du gaz naturel, qui vont faire baisser certains coûts énergétiques et qui vont aboutir à un retrait des pouvoirs publics par rapport à cette énergie solaire. Wolfgang a aussi parlé de cette interruption des années 2010-2012 en Europe, qui était liée en fait à des choses un peu similaires. Alors, le prix du photovoltaïque est en baisse, on en a parlé. La production était de 1 gigawatt en 2000, effectivement, 10 gigawatts en 2007, 50 gigawatts en 2018. Maintenant, on est à 1 terawatt en 2022. Malgré cette progression, on n'est pas donc dans une histoire linéaire. Et il y existe aussi également quelques exemples historiques de développement d'énergie renouvelable qui ont été interrompus. On a parlé des pompes en Afrique. Mais par exemple, à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y avait 6 millions d'éoliennes. Et ces éoliennes, elles servaient également à faire, notamment à aménager l'espace rural en pompant l'eau et en aménageant des fermes agricoles. 6 millions d'éoliennes qui ont toutes disparu depuis, en fait. Et donc, massivement, l'agriculture de la fin du 19e s'est développée grâce à l'énergie renouvelable. On a parlé des chauffe-eau solaires et du chauffage, du thermique solaire tout à l'heure. Dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930, 50% des logements de Floride et presque 50% en Californie sont équipés de chauffe-eau solaire en réalité. Et donc on a une énergie solaire qui est déjà très très développée. Et puis finalement, de quoi elles ont été victimes? Principalement, entre autres, là je vais très très vite, mais du prix de la baisse de l'électricité qui était liée notamment aux fossiles puis ensuite au nucléaire. Donc en fait, les énergies renouvelables, et en particulier solaires, sont issues de lignées de lignées techniques riches et de potentialités, en fait, parfois non réalisées. Et on voit en fait que dans les arbitrages, bien souvent en histoire, on voit que ce n'est pas la technique ou la technologie en soi qui va déterminer à elle seule l'évolution d'une énergie, mais la concurrence qu'il peut y avoir entre d'autres énergies et aussi des intérêts qui sont des intérêts financiers, des intérêts politiques de la part d'autres secteurs énergétiques. J'en viens à ma deuxième partie, donc interroger la transition et l'idée de transition énergétique ou de transition écologique, mais plus particulièrement celle de transition énergétique. Alors, cette idée de transition, c'est l'idée d'un passage d'un monde énergétique à un autre. On parle jusque les années 1800 d'un monde organique, puis ensuite d'un monde minéral appuyé sur les énergies fossiles, du monde du charbon, puis ensuite du monde du pétrole, puis ensuite du monde du nucléaire, puis peut-être ensuite du monde des énergies renouvelables. C'est donc une histoire qui peut être vue comme une histoire de différentes phases énergétiques, d'une énergie à une autre, de passage ou de l'âge du pétrole, l'âge du charbon, l'âge des énergies renouvelables. Ça repose en quelque sorte sur une vision qui est celle de la foi en un progrès, en la technique, une croyance en quelque sorte un peu positiviste dans les prouesses techniques et dans l'ingéniosité humaine. Et elle est souvent d'ailleurs associée à des indicateurs de croissance avec des valeurs agrégées, kilowatts, mégawatts, gigawatts, terawatts, etc. En réalité, quand on regarde l'évolution historique, on se rend compte que la transition, c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne passe pas d'une énergie à une autre. On n'est jamais passé du charbon au pétrole. D'ailleurs, la production de charbon n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui dans le monde, alors qu'on estime que ça fait 150 ans qu'on est sorti de de la société du charbon. Et donc, il faudrait plutôt parler de système énergétique qu'à un autre, on parle de mix énergétique de nos jours. Et dans le passé, d'ailleurs, les acteurs de l'époque ne parlaient jamais de transition, ils parlaient plutôt de substitution, de remplacement, ou plutôt d'alternative, où on utilisait d'autres périphrases. Et en réalité, en fait, quand on regarde les systèmes énergétiques, on voit qu'on est plutôt sur des questions de hiérarchie entre les différentes sources d'énergie et surtout d'accumulation. C'est-à-dire que le charbon n'a pas été remplacé par le pétrole, qui lui-même n'a pas été remplacé par le nucléaire ou les énergies renouvelables, mais qui s'accumulent. La production de pétrole et celle de charbon est toujours de plus en plus forte. Et donc, il faudrait plutôt parler de symbiose énergétique plutôt que de transition énergétique. Ça permettrait peut-être d'avoir une vision un peu plus complexe de la situation. Si je reviens par exemple sur le charbon, en fait, le charbon a nécessité énormément de bois
pour pouvoir être mis en valeur. Et ce bois, il servait notamment à la construction des galeries. Et les mines de charbon au XIXe siècle ont abouti à des exploitations forestières massives, ce qui fait que, en fait, ce développement du charbon découlait en fait d'une source d'énergie renouvelable qui était le bois. De même, le pétrole en fait, a nécessité pour se développer une quantité croissante de production de bois et d'exploitation de bois pour fabriquer les derricks, les premiers derricks du pétrole, hein, pour fabriquer également les tonneaux qui étaient finalement le conditionnement logistique de transport de ce pétrole. Et puis aussi, par exemple, dans le logement, avec le pétrole qui a abouti à la formation de l'industrie du préfabriqué qui a équipé l'essentiel des logements américains après les années 30. Et donc, en fait, le pétrole ou le charbon ne peuvent pas se développer en fait, sans les énergies renouvelables. Et de nos jours, on peut se poser aussi la question des énergies renouvelables avec ou sans les fossiles. Et on sait bien que ce développement des énergies renouvelables est tout à fait aussi dépendant de la puissance de production des énergies fossiles. D'ailleurs, malgré la production des énergies renouvelables qui a été pointée, on se rend compte que les énergies fossiles sont toujours de plus en plus importantes et que les gaz à effet de serre n'ont pas diminué malgré cette production fulgurante des énergies renouvelables. Et donc, on peut se demander à quel point, en fait, les énergies renouvelables ne seront pas encore en symbiose avec d'autres types d'énergie et à quel point ces énergies renouvelables pourraient finalement sortir et aboutir à un autre régime énergétique. Alors, toujours pour questionner cette question de la transition. Donc, évidemment, l'histoire environnementale permet d'interroger les événements, les phénomènes matériels hein, et les matières vis-à-vis des sociétés humaines. Mais si on regarde plus au niveau des sociétés humaines, on se rend compte que finalement, c'est assez rarement questionné. Je vais en arriver à mon troisième point sur les enjeux sociaux. Mais juste avant, c'est plutôt de dire que l'histoire environnementale est attentive à ne pas isoler une source d'énergie en elle-même, mais à regarder tout ce qui, en fait, qui découle en fait, d'une nouvelle source d'énergie. Si on reprend le charbon, à l'époque moderne, c'est-à-dire du XVIIe au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, le charbon a été massivement adopté. Certes, il était assez peu cher, il était facilement accessible, et puis il y avait une forme de disette de bois en Grande-Bretagne durant ces siècles-là. Mais s'il a pu être adopté notamment dans le chauffage domestique, c'est aussi parce qu'il y a eu des agencements sociaux d'architecture qui ont été possibles, notamment pour rendre possible l'usage du charbon dans les logements. Et finalement, c'est aussi le résultat, par exemple, du grand incendie de Londres de 1666, qui a permis de reconstruire cette grande capitale, la première ville européenne de l'époque, différemment, en briques et plutôt qu'en bois, avec des fourneaux qui sont adaptés au charbon et non plus au bois. Et donc, il y a toute une série de considérations sociales, en fait, urbaines, économiques, qui expliquent en fait certains développements, certaines impasses ou certains abandons. Autre apport de l'histoire environnementale, c'est que pour déconstruire en quelque sorte cette idée de transition, c'est que cette idée de transition, elle est basée sur la production énergétique, c'est-à-dire sur des agrégats économiques brutes comme ça, alors qu'on regarde rarement les rendements, les services énergétiques que rendent ces énergies. Si on revient au charbon, par exemple, les rendements des machines à vapeur, encore jusqu'au milieu du XIXe siècle, elles sont de 3%, alors que les rendements des moulins hydrauliques, elles peuvent monter jusqu'à 30%. C'est-à-dire que c'est un rapport de 1 à 10 quasiment. Or, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les questions de transition énergétique? On regarde simplement la consommation, c'est-à-dire qu'on va regarder la consommation de charbon ou la consommation d'eau pour produire ces énergies. Mais les services qu'ils rendent à la société, en fait, peuvent être distordus d'un rapport comme ça de 1 à 10 en réalité. Autre exemple, en agriculture, on se rend compte qu'il y a une hausse continuelle des rendements agricoles. Mais en fait, ces rendements agricoles, ils sont permis tout simplement par l'usage massif d'énergie fossile. On pense à la mécanisation, aussi aux produits chimiques, aux engrais, qui sont produits par un système énergétique basé sur les fossiles. Donc on voit une hausse des rendements, mais si on corrèle ces rendements à l'intensité énergétique qui est nécessaire pour produire ces cultures, on se rend compte en fait qu'on a une décroissance du rendement énergétique, parce qu'il faut toujours plus d'énergie pour produire toujours un petit peu plus, mais le rapport de l'augmentation d'énergie par rapport au résultat est décroissant en réalité. Et puis évidemment, on pourrait parler des coûts sociaux et environnementaux des différentes formes de transition énergétique.
Alors j'en termine sur un troisième point, qui est de soulever 3 enjeux qui sont plutôt économiques et sociaux ou politiques sur ces questions de transition énergétique et ces questions du solaire notamment. On peut se poser des questions qui sont qui décide et dans quel but, qui possède les sources d'énergie, les convertisseurs, le pouvoir de les imposer aux autres, et comment se fait la généralisation des nouvelles formes d'énergie, qui bénéficie ou qui pâtit des changements. Quelles modifications apporte-t-il à l'organisation sociale? En fait, tout ça, c'est des questions très très vastes, mais en fait, à qui profite le crime, entre guillemets, c'est-à-dire quels sont les intérêts sous-jacents à toutes ces formes de transition énergétique. 3 points, l'effet rebond, le sentier de la dépendance et les organisations sociales. L'effet rebond, ce sont tous les paradoxes qui sont consécutifs d'une certaine forme de progrès ou d'amélioration technique. Cet effet rebond ou ce paradoxe a été mis en valeur par Stanley Jevons en 1865 dans son livre The Coal Question. Donc Jevons, c'est un économiste marginaliste dont les néolibéraux s'inspireront au XXe siècle. Mais son paradoxe est le suivant. Il s'inquiétait, lui, de l'épuisement des sources de charbon pour l'avenir de l'humanité en 1865. Et il a montré que le fait d'utiliser des machines moins consommatrices d'énergie n'amenait pas à une baisse de la consommation globale, mais à l'utilisation du nombre croissant de machines qui contrebalançaient les économies. C'est-à-dire que plus on avait des machines économes en énergie, en fait, plus on consommait cette énergie. Et il l'a montré sur des faits empiriques, et puis ça s'est constaté, et puis on peut le constater au XXe siècle sur toute une série de technologies, notamment la question de l'éclairage. Donc, à mesure que les améliorations techniques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, sa consommation totale s'accroît au lieu de diminuer, ce qui interroge évidemment la question de la finitude des ressources disponibles ou de la question des économies d'énergie. Alors moi, je l'ai constaté aussi dans mes recherches sur l'histoire des pollutions, parce que j'ai constaté que l'amélioration des dispositifs de dépollution à l'échelle de l'appareil, en fait, aboutissait à une augmentation de la pollution globale. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on arrive à réduire les pollutions à la source, ça permet d'autoriser la mise en fonctionnement de ces appareils, ce qui aurait été interdit avant, parce que trop polluante, et que ces additions d'autorisation de fonctionner aboutissent finalement à des pollutions globales. Et en fait, on peut lire aussi l'amélioration technique et l'histoire de l'amélioration technique comme un désastre écologique, puisque finalement, on se rend compte en 2022 que malgré tous les gains et l'efficacité énergétique et toute l'ingéniosité de nos ingénieurs et de nos scientifiques à réduire les consommations énergétiques, à perfectionner l'efficacité énergétique, aussi à réduire les sources de pollution, on est dans un monde qui produit de l'énergie, qui consomme de l'énergie beaucoup plus qu'avant, malgré tous ces progrès, et qui pollue également beaucoup plus. Alors, effet rebond du solaire, pourquoi pas solaire, abondance, hypothèse de gratuité si on arrive à trouver des dispositifs techniques peu chers. Est-ce que finalement l'idée d'avoir une énergie abondante, gratuite, ne serait pas une catastrophe? Parce que d'autres effets rebonds, ça serait que finalement cette énergie disponible, accessible, pourrait aboutir finalement à ce que tout le monde se déplace partout dans le monde, qu'on puisse construire partout dans le monde, et finalement un accaparement des espaces, un accaparement des matières, en fait, qui serait beaucoup plus facile, puisque l'énergie serait abondante et bon marché. Deuxième questionnement, c'est celui de la sentier de la dépendance. En fait, à partir du moment où on imagine, où une technique est choisie, il y a une forme d'inertie technique. Les infrastructures sont là et il y a un phénomène d'inertie qui est pris et que c'est très difficile de changer de système technique. Je donne un exemple historique qui peut interroger le solaire, puisque au moment de l'électricité, il y avait une autre énergie concurrente, c'était l'air comprimé, qui finalement a équipé jusqu'à 15% des usines en région parisienne en 1880, et ça aurait pu être une trajectoire énergétique, l'air comprimé. Alors évidemment, là, c'était fabriqué par du charbon, mais ça peut intéresser le solaire, puisque l'air comprimé, c'est juste un stockage d'énergie, et le solaire pourrait aussi... on pourrait imaginer que le solaire aboutisse à des stockages d'énergie, non pas sur des piles à lithium, mais par l'air comprimé. Mais cette technologie, finalement, a été abandonnée. Je termine sur le troisième et dernier point de ce questionnement social, je vais aller vite. C'est la question de l'organisation sociale. Des historiens ont montré que, finalement, des enjeux économiques et politiques étaient beaucoup plus essentiels que des purs enjeux technologiques dans l'aboutissement, dans l'avènement d'une énergie
Andreas Malm, par exemple, a montré que l'énergie fossile du charbon a été beaucoup plus... la raison de sa victoire n'était pas des questions de coût ou d'efficacité, mais plutôt des choix politiques au sein d'investisseurs, de capitalistes, pour aller vite, qui ont réussi à imposer cette technologie dans le but de notamment contrôler la main-d'œuvre, les flux de commerce et aussi des infrastructures et aussi d'aboutir à la conquête coloniale. Un autre historien, Timothy Mitchell, lui a montré dans une autre perspective que le charbon a abouti aussi à renforcer la démocratie, alors là, pas au début du XIXe siècle, mais à la fin du XIXe siècle, car les mineurs et les ouvriers associés à ces technologies avaient le pouvoir de bloquer l'économie par des grèves, une montée de la syndicalisation et d'aboutir à un renforcement de la démocratie. Alors pour le solaire, l'enjeu, et je termine sur cet enjeu, pourrait être celui-ci. Quelle appropriation sociale et citoyenne finalement du solaire? Est-ce qu'on peut en arriver à finalement des questions de centralisation globale ou au contraire d'idées d'énergie alternative appropriées par des groupes de citoyens à un niveau local? Et ces questions d'alternative et d'appropriation politique en fait de l'énergie, c'est pas tout à fait nouveau. Déjà au XIXe siècle, avec l'invention de l'électricité, des anarchistes, par exemple Pierre Kropotkin, avait imaginé que l'électricité permettrait d'aboutir à l'émergence de communautés autonomes, indépendantes, fondées sur l'égalité. Et cet imaginaire est repris dans les années 1970, puisque à la fois des penseurs comme Ivan Illich ou André Gortz ont imaginé que le solaire pouvait être des énergies émancipatrices alternatives avec une société sobre, décentralisée, processus à la fois créatif, libérateur, écologique, visant à l'autonomie. Alors on se rend compte que finalement c'est le mouvement inverse qui a eu lieu depuis quelques décennies, puisque l'énergie solaire finalement se regroupe au sein d'entreprises très importantes, fédérées par des plans d'investissement parfois publics, mais qui reposent finalement sur une vision assez centralisée et plutôt une exploitation industrielle dont on retrouve finalement quelques éléments dans le nouvel arrêté tarifaire d'octobre 2021 qui privilégie finalement les grands groupes industriels plutôt que les coopératives citoyennes à l'échelle locale. Merci, j'étais un peu long, désolé. Bon, merci beaucoup.